Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire dans le cadre des Business Recovery Challenge, la démarche assez structurée qu'on a organisée dans le cadre de la période un peu spéciale, n'est-ce pas, qu'on vit. Donc en fait, on a essayé de travailler sur trois gros challenges. D'abord, comment réagir par rapport à la situation qui est la nôtre. Donc nous, on recommande de s'informer bien sûr et de gérer l'urgence. Dans une deuxième étape, comment s'adapter et gérer le changement. Là, on recommande pas mal de lectures et de choses qu'on a pu produire. Et troisième étape, on pense que c'est la bonne période justement pour innover, vraiment pour aller dans une transformation profonde de l'entreprise. Et pour ça, et ben, du coup, on propose beaucoup de e-learning, mais aussi on propose du coup un certain nombre de webinars comme celui que vous pouvez suivre actuellement. On met en valeur aussi beaucoup de podcasts, vidéos issus de nos conférences. Je pense au Web Day Retail de début d'année avec tous nos partenaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter Hub Radar quotidienne, qui est très, très suivie d'ailleurs par la communauté. Merci, merci pour ces retours. Et aussi, pour vous préparer à la reprise, n'hésitez pas à envisager éventuellement des petites learning expéditions pour le deuxième semestre. Voilà, donc aujourd'hui, on est réunis pour échanger autour de comment, dès maintenant, se préparer aux trois grands enjeux retail qu'il faudra gérer au moment de la reprise. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui Maud Funaro, que je suis très heureux d'accueillir. Comme vous le verrez, du coup, dans nos webinaires, pour ceux qui les suivent et qui ont déjà suivi les autres, il y a toujours trois grandes parties. Une première partie typique du Hub Institute qui correspond en fait au partage d'insights. Après, on a l'invité du webinaire qui est aujourd'hui Maud Funaro. Et en troisième partie, on partage toujours une vision ou des témoignages de start-up ou d'une présentation, ce qui sera l'objet du jour, de start-up innovantes dans le contexte qui est celui du Covid-19. Voilà. Donc, sans plus tarder, n'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux à réagir. Le hashtag, c'est Hub Webinar. Et vous avez du coup devant vous un écran avec à gauche, vous verrez les slides et les intervenants. Et à droite, vous avez du coup la partie pour interagir avec nous. Lors du dernier webinaire, il y a eu beaucoup de questions. C'était vraiment un moment d'échange très intéressant. Soit vous posez dans l'onglet questions une question sous mode forum devant tout le monde, soit vous voulez effectivement nous poser une question directement, et dans ce cas-là, vous allez sur le chat. Voilà, donc n'hésitez pas à démarrer. Le Hub Institute, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est un think tank, on existe depuis 8 ans, on fédère à peu près une centaine de membres, on édite une quinzaine de reports par an, on organise 50 d'événements online comme celui-ci et physiques, comme le Hub Forum, les Hub Day et les Hub Talk. On forme à peu près 10 000 décideurs et on accompagne plus de 2500 personnes dans les dernières expéditions par an. Et on a le Hub Lab, qui est notre lieu d'innovation à Paris, dans lesquels on organise ou on co-organise 150 événements. Donc, on voudrait remercier nos membres pour leur soutien. C'est vrai que beaucoup se manifestent dans le contexte actuel. On a monté un groupe sur LinkedIn d'entraide pour justement les grands groupes qui fonctionnent pas mal. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en commentaire pour qu'on vous intègre dans le groupe d'échange si ça vous intéresse. Et nous aussi, on a comme volonté d'aider du coup les grands groupes à partager leurs bonnes pratiques. Et donc ça, c'est plutôt bien. Alors, ce qu'on a développé aussi dans le contexte qui est celui du Covid, ce sont des keynotes et des webinars du coup corporate. On a déjà exécuté pas mal de webinars et de keynotes en direct au sein des réseaux sociaux d'entreprise, que ce soit Microsoft Teams, Google Meet, Workplace, Zoom, ou via Livestream, qui est l'outil que vous utilisez aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, il y a un lien qui est partagé en parallèle de mon intervention pour aller voir un peu nos offres. Et on sera ravis, du coup, de partager des insights auprès de vos collaborateurs qui sont confinés chez eux et qui pourraient, du coup, recevoir, du coup, pas mal d'insights issus de nos Hub Reports et de nos sujets de recherche. Voilà, alors, point agenda. Donc, on va se retrouver la prochaine fois, le 1er avril, voilà, avec deux interventions, une sur la personnalisation du marketing et l'autre sur l'expérience client B2B l'après-midi. Après, ça sera le 8 avril, le 16 avril, le 23 avril
et le 23 avril après-midi. Voilà. Vous pourrez de toute façon avoir l'ensemble de ces éléments sur notre site internet et vous aurez le replay quelques minutes après notre intervention aujourd'hui de la vidéo. Voilà, donc pour démarrer Tendance Retail dans le contexte du Covid 2019, d'abord 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est l'évolution du trafic sur les sites internet. Donc ça, c'est des statistiques de Content Square qu'ils ont partagées, qui permet de voir que effectivement et quelque part sans surprise, les gens se sont précipités sur les sites médias et en 2 sur les sites de la grande distribution. En 3, voilà la pharmacie et en 4, toute la partie et les acteurs et les opérateurs télécoms. Et évidemment, les acteurs de type luxe, voyage et joaillerie sont moins priorisés dans le contexte qu'est le nôtre et du coup, ils ont des baisses de trafic que vous pouvez constater dans ce slide. Ça, c'était le premier chiffre qu'on voulait partager avant de démarrer. Et le deuxième chiffre, c'est en gros, alors c'est une étude, c'est pas vraiment une étude, c'est des requêtes qu'on a fait tout simplement hier dans Google Trends et on voit du coup, vous le voyez avec moi, les pics de requêtes sur des mots-clés des grands distributeurs en France, tels que Carrefour, Leclerc, Auchan et Casino. Alors, on aurait pu en rajouter d'autres, mais c'est juste pour vous donner une idée de voir à quel point, par rapport à l'occurrence, par exemple, Amazon, que eh ben, du coup, des requêtes sont passées devant, par exemple, des requêtes Amazon. Donc, c'est assez intéressant à vivre et ça permet de montrer qu'on est vraiment sur un phénomène de masse, c'est-à-dire la recherche de produits alimentaires et la recherche, du coup, et d'horaires et d'achat e-commerce. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans la première partie. Voilà, donc la première partie, c'est le retail à l'heure du Covid. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les équipes Insight du Hub Institute, que ce soit les Sandrine, Lila, Emmanuel, qui a beaucoup bossé aussi, pour essayer de vous fournir ce qui va suivre, c'est-à-dire une veille mondiale des dispositifs qui ont pu avoir lieu dans pas mal de pays, et en France, bien sûr, pour vous donner quelques idées pour à la fois répondre aux enjeux et en même temps préparer l'après. C'est un peu dans cette démarche-là qu'on a développé Business Recovery Challenge. Nous, on pense que la posture et le rôle du Hub Institute, c'est de préparer justement la recovery. À d'autres, plus spécialisés que nous, de travailler sur ce qui se passe actuellement. Nous, on va essayer de travailler plutôt sur la recovery. Alors du coup, on a travaillé sur les 3 grands types d'actions en réponse à la crise. La première, c'est la sécurisation du personnel. Le deuxième point, c'est la protection des publics les plus fragiles et l'aide au personnel soignant. Et le troisième point, c'est les offres adaptées à la situation. Voilà. Alors, du coup, la sécurisation du personnel. Donc, le premier point, c'est au Canada, ce qu'on a identifié, c'est le fait que l'argent liquide n'est plus favorisé comme un outil de paiement. Et du coup, dans certaines chaînes alimentaires, il y a des lignes en caisse qui sont réservées au paiement physique. Et on a augmenté très fortement les lignes pour le paiement par carte bleue et le paiement sans contact. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a aussi du coup l'organisme de contrôle des boutiques d'alcool qui là aussi encourage justement à encourager les paiements par carte. Voilà. Donc ça, il y a un vrai mouvement là-dessus. Donc ça sera intéressant de voir, pas uniquement maintenant, mais à 3 mois, à 6 mois, dans 1 an, voir si ce qu'on vit actuellement a vraiment encouragé la massification des paiements électroniques. Alors du coup, il y a un autre cas qu'on a retenu, c'est ce qui s'est passé en Corée du Sud, où pour limiter la propagation du virus qui peut se retrouver sur justement des pièces de monnaie ou des billets de banque, la banque centrale a brûlé du coup des milliers et des millions de billets pour justement les renouveler et pour s'assurer que du coup ils ne soient plus en circulation. Donc ça, c'est des pistes par exemple qui n'ont pas encore été prises en Europe, mais qui ont été prises en Corée du Sud. Donc on verra du coup s'il y aura aussi des billets de banque qui seront brûlés en France parce qu'ils peuvent avoir un risque d'infection. Voilà. Alors, pour la sécurisation du personnel, on le voit, et pour l'encourager et prendre en considération les risques qu'il prend, on prend le cas de Système U, mais beaucoup du coup de retailers se sont positionnés aussi pour essayer de donner une prime
Alors de 1000 euros, hein, pas de 10 000 euros, il y a un zéro de trop, c'est pas grave. Voilà, il y a Walmart aux US qui met en place un énorme plan de rémunération. Et puis Domino's qui cherche à recruter plus de 10 000 personnes aux États-Unis pour livrer les pizzas. Alors le problème, c'est que si tout le monde bascule en confinement, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, pour l'instant, ils essayent. Alors là, c'est un dispositif, et là, on peut saluer la réactivité des retailers. C'est vraiment la protection des gens en caisse avec la multiplication des cloisons en plexiglas ou alors des bandes pour essayer de créer une distance entre le caissier et le client. Donc ça s'est généralisé un peu partout dans le monde. On peut s'en féliciter. Le deuxième point, c'est la protection des publics fragiles et l'aide au personnel soignant. Alors là, on retient plusieurs initiatives. D'abord celle de Accor, hein, qui effectivement est vraiment victime pour le coup de ce qui se passe et qui a mobilisé du coup un grand nombre d'hôtels pour héberger le personnel soignant, pour essayer de les rapprocher le plus possible du coup des centres hospitaliers. Donc ça, c'est une initiative très intéressante. Le groupe Monoprix qui lui propose de livrer en priorité par rapport à toutes les demandes actuelles les hôpitaux, les personnels soignants avec une remise de 10%, et Leclerc qui, du coup, propose des ouvertures facilitées et des livraisons voilà, offertes pour le personnel soignant dans ces drives, voilà, et des livraisons gratuites aussi pour les hôpitaux. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Maud. Alors, aux États-Unis, vous avez Uber Eats qui, du coup, a proposé plus de 300 000 repas au personnel de santé avec, et ça c'est important, des frais de livraison gratuits pour les restaurants, pour essayer de soutenir, parce qu'ils ne sont pas encore fermés aux États-Unis, et pour essayer de soutenir justement tout le tissu local d'entreprises qui pourrait continuer à fonctionner. Donc, ils ont supprimé les frais de livraison pour les offreurs de services sur Uber Eats. Voilà. Total, lui, s'est concentré sur la mise à disposition de bons de carburant, voilà, et de chèques, voilà, et d'essence gratuite pour le personnel soignant. Donc ça, c'est un geste aussi qu'on retient et qui est assez intéressant à suivre. Et puis, on a aussi, et on en parle pas mal à Paris et dans les grandes villes, c'est le cas des sans-abri. Puisque dans le contexte actuel, beaucoup du coup de dispositifs d'accompagnement des sans-abri sont fermés et dans certains hôtels en périphérie de grandes villes, Accor a proposé d'accompagner justement certains sans-abri pour les héberger le temps de la crise. Voilà. Alors, concernant les publics les plus fragiles, Whole Food, lui, a mis en place effectivement un système d'ouverture avant l'ouverture générale pour les personnes âgées. Et en France, alors là, c'est pas les mêmes mesures en fonction de l'âge, en fonction des retailers, mais en gros, c'est un peu le même système qui a été mis en place pour permettre de faire les courses avant l'ouverture pour les personnes âgées, les personnes enceintes et le personnel soignant aussi. Donc, c'est une initiative à souligner. Alors ça, c'est un phénomène, c'est très américain, mais peut-être qu'on l'a aussi en France. Du coup, il y a beaucoup de campus en fait aux États-Unis qui sont fermés à cause du coronavirus. Les étudiants sont expulsés et U-Haul, donc du coup, qui est un système de déménagement et de stockage, permet pendant 30 jours de stocker gratuitement les affaires des étudiants le temps que du coup la crise s'arrête. Voilà, donc ça c'était un cas qu'on a retenu, qu'on trouvait plutôt intéressant. On ne sait pas si en France il y a ce type de dispositif pour les résidences étudiantes par exemple. Troisième partie, quelles sont les offres adaptées et quelles sont les offres qu'on a retenues adaptées à cette situation. Voilà. Alors, ce qu'on retient, c'est d'abord le respect de la filière et le respect des fournisseurs. Système U, mais peut-être d'autres retailers, ont fait un gros travail pour essayer de payer comptant justement ces fournisseurs pour préserver leur trésorerie et faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas. Le Premier ministre l'a évoqué lors de son intervention la semaine dernière. Ce qu'essaye de faire l'État, c'est de ne pas reproduire ce qui s'est passé en 2008, c'est la crise de 2009, où en fait, il y avait tout un tissu économique de PME qui ont disparu pendant la crise. Et quand il y a eu la reprise en 2009, 2010, 2011, eh ben, ce tissu économique n'était plus présent pour justement intégrer et être un amplificateur de la reprise en France. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très sensibles actuellement à ce qui se passe. Et c'est intéressant de voir que justement des grands groupes, retail, essayent de prendre ça en compte pour essayer de préserver tous ces petits acteurs qui sont essentiels à la chaîne de production. Autre cas,
vous l'avez vu avec les annonces de la fermeture des marchés publics des villes, des marchés de rue, Leclerc et Système U et d'autres, du coup, sont très sensibles pour essayer d'acheter en direct aux agriculteurs, non seulement ce qu'ils produisent et ce qui avant vendait justement sur les marchés de rue, mais aussi pour racheter les surplus et pour là aussi essayer d'aider les agriculteurs dans cette période difficile. Autre cas intéressant, il est clair, et je pense que vous avez pas mal de témoignages sur le réseau, de chauffeurs de camions, parce que pendant que nous, on est confinés, eh ben, il y en a d'autres qui bossent du coup beaucoup plus, et les chauffeurs de camions en font partie, et pas mal de stations-service, dont ceux de Leclerc, enfin en tout cas, ils ont communiqué là-dessus, ouvrent maintenant 24/24, 7 jours sur 7, pour être vraiment des lieux de ravitaillement pour les chauffeurs, et permettre du coup de distribuer boissons chaudes, douches et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est quand même un phénomène à souligner. Alors là, on part à Las Vegas, aux États-Unis. Alors, comme vous le savez, nous, on est présents tous les ans au CES. D'ailleurs, on utilise pas mal d'hôtels du groupe César. Et c'est ce groupe, justement, César Entertainment, qui a choisi cette année de donner toutes les denrées périssables aux communautés locales de Las Vegas pour pas qu'elles soient perdues. Ça, c'est un geste assez fort. Et voilà. Et donc, du coup, on voulait le souligner. Ce qu'on retient aussi, c'est Carrefour. Carrefour qui a mis en place effectivement des paniers qui sont livrés avec vraiment le strict nécessaire pour que ça puisse fonctionner pour les personnes âgées. Et enfin, là aussi Leclerc qui a proposé de simplifier et d'aider tout ce qui est courses en ligne. Alors, il y a un autre phénomène qui est la pénurie pour les hôpitaux. Et vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'offres et beaucoup de sujets de donation. Donc aux États-Unis, Los Angeles, pareil, propose justement du matériel médical pour baisser à la pénurie. Et en Suède, donc faut pas rigoler, c'est très sérieux, Absolut propose du coup d'utiliser une des stocks d'alcool pour le donner du coup aux laboratoires qui vont les transformer en gel hydroalcoolique. Donc c'est une très bonne initiative. C'est le cas aussi en France. Je pense que vous avez pu voir différents reportages sur les JT où pas mal de distributeurs d'alcool se positionnent pour donner justement ces stocks d'alcool. Et Maud, on en reparlera avec Maud tout à l'heure, mais effectivement, il y a pas mal d'acteurs du luxe qui sont positionnés. Vous le voyez à droite, donc LVMH qui a transformé son usine de produits cosmétiques en entreprise de production de gel hydroalcoolique. Voilà. Alors ça c'est nouveau, c'est sorti il y a 2-3 jours. C'est une initiative en Italie où en fait une entreprise d'impression 3D s'est mis d'accord avec Decathlon qu'on peut saluer ici, qui a fourni des plans 3D de ces masques de plongée pour permettre du coup de mettre un embout qui permet de plugger justement les valves pour mettre en place des systèmes de respiration dans les hôpitaux. Voilà, donc ça commence à pas mal se développer en Italie et on pense que ça va se développer en France. Et ça, c'est évidemment pour pallier la pénurie de masques en milieu hospitalier. Voilà, et là ici, c'était l'enjeu pour garder les contacts. Leroy Merlin qui a mis en place un tuto pour gérer les réparations d'urgence à domicile, parce qu'évidemment, la vie continue, les gens sont chez eux, et donc du coup, il faut pouvoir les aider à distance. Et Leroy Merlin a mis en place un système de tuto vraiment pour les aider. Et enfin, le dernier point, c'était Chipotle. Alors là, c'est plus dans le mode social, mais c'est très important, qui propose du coup des déjeuners virtuels en utilisant la plateforme Zoom, la plateforme de vidéo Zoom, pour essayer de partager des moments de repas ensemble. Ça, c'est Chipotle aux États-Unis. Voilà. Alors, on a encore quelques éléments à partager. Alors, pour éviter effectivement aux personnes fragiles de prendre en compte, de se rendre dans les points de vente, voilà, il y a le groupe Casino qui propose du coup de livrer directement les colis de manière encore plus rapide qu'avant, avec des sommes et des minimums de poignées qui ont été réduits pour aider les personnes bloquées à domicile. Et ça, c'est une initiative qu'on a vue en Angleterre, chez Tesco. Alors d'abord en Angleterre, ils ont eu quelque chose d'assez intéressant. Pour limiter la pénurie, ils ont limité les paniers et ils ont aussi limité du coup l'achat de certains produits pour essayer d'avoir un stock qui puisse être distribué sur la durée. Aussi, ils ont arrêté évidemment les promotions et les packs multiples. Ça, c'est plutôt malin pour permettre à tout le monde d'avoir des produits qui sont les plus demandés
Donc là, c'est une initiative de Tesco en Angleterre. Voilà. Écoutez, c'était du coup cette première séquence. Vous l'avez vu, beaucoup d'initiatives au niveau mondial, une vraie prise en conscience de ce qui se passe, beaucoup de réactivité, d'agilité. Voilà. Et donc, ce que je me propose, c'est de prendre des questions à l'issue de l'intervention de Maude. Alors, Maude, bonjour, très heureux de t'avoir avec nous. Également, ravi d'être avec vous. Très heureux de t'avoir avec nous. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de rappeler le groupement Leclerc, un peu sa taille, et éventuellement te permettre de réagir par rapport à ce que j'ai pu échanger. Alors, donc, le groupement Leclerc, c'est la première enseigne de retail en France. C'est une enseigne d'indépendants, donc une coopérative. Chaque magasin est détenu et opéré par un adhérent indépendant. Il y a un peu plus de 600 hyper en France pour un chiffre d'affaires hors carburant d'environ 39 milliards d'euros. Réaction à ce que tu as montré, je me disais, il y a des choses nouvelles qui apparaissent tous les jours. Donc, ce constat-là, il sera encore enrichi demain, après-demain. Beaucoup de choses, évidemment, pour les soignants. Enfin, les premières choses qui ont été mises en place ont été pour les personnes âgées, pour aider les soignants. Et on va de plus en plus, nous, on voit en tant que groupement d'indépendants beaucoup de micro-initiatives locales. Donc, tu as parlé du café, des croissants ou des petites choses comme ça. Je pense que c'est une addition de petites choses locales qui rend ce truc très intéressant. Et moi, j'ai bien aimé l'initiative de Decathlon qui est hyper originale et qui ouvre la voie à plein d'idées. Ouais, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de à quoi sert l'impression 3D. Et là, on se rend compte que là, on a un usage immédiat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je prends quand même quelques commentaires, hein, merci beaucoup, hein, qui sont partagés dans le cadre du webinaire. Tout d'abord, Claire, hein, qui souligne qu'effectivement, Disneyland a fait un peu la même chose que ce qu'on a vu à Las Vegas en donnant un peu toutes ses denrées alimentaires. Donc ça, je voulais le souligner. Il y a aussi l'initiative Tous Unis contre le virus qui est proposée par France Télévisions, dans laquelle la FDJ, du coup, s'est positionnée. Voilà, donc n'hésitez pas à compléter un peu et à me donner des commentaires pour qu'on puisse nous le partager. Voilà, vous êtes plus de 240 à suivre ce webinaire, donc n'hésitez pas à continuer à partager voilà, les insights. Alors, Maude, merci beaucoup pour ton temps. J'imagine que le contexte n'est pas évident. Un dernier commentaire sur ces initiatives. Nous, on a reçu, on a été contactés par plein de startups avec lesquelles on travaille ou pas d'ailleurs, qui nous ont appelés pour mettre à disposition gratuitement leurs solutions avec des cas d'usage spécifiques à la crise. Et voilà, je n'ai pas toutes les citer ici, mais il y a des choses hyper intéressantes. Je pense à Trusk pour de la livraison, Ubik pour outils de gestion de la crise en magasin. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses intéressantes. On aura l'occasion de les présenter tous les trois. Toutes les trois, on a fait un petit slide pour toi tout à l'heure. Super. Du coup, voilà. Donc, on arrive dans la première question. Comment mettre en place quelque part une stratégie omnicanale et selon toi, pour démarrer, quel est le bon mix entre les différents canaux par rapport à ce que tu vois et ce que tu pressens? Alors, je pense qu'en fait, on arrive à une phase où, alors déjà, plus personne ne parle de multicanal, c'est complètement ringard. L'omnicanal, c'est la réalité pour la plupart des retailers, mais on est en train de viser plutôt une cible de commerce unifié. Et donc, en fait, ça veut dire que on n'est plus tellement dans un mix quantifié entre différents canaux. L'enjeu maintenant, c'est d'avoir une imbrication, une intégration, une complémentarité complète entre les canaux, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les consommateurs mixent à chaque étape de leur parcours les différents canaux. Il va faire une recherche en ligne, il va repérer un magasin, il va revenir, il va commander, il va récupérer sa commande là, il va la rendre ailleurs, il va en acheter une partie en magasin, etc. Donc, l'enjeu, c'est d'être capable de suivre le consommateur sur tous ces canaux et de pouvoir répondre à sa demande le mieux possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, il faut évidemment une proposition commerciale homogène entre canaux. Alors, évidemment, il y a des secteurs où c'est déjà largement le cas parce que le e-commerce est tellement présent que les magasins physiques ont dû s'aligner, ok ? Mais ce n'est pas le cas partout, notamment en alimentaire.
Alors, il se trouve que nous, il se trouve que c'est le claim de l'enseigne Leclerc parce que nous, on est à l'origine monoformat, mais il n'y a pas que le prix, il y a aussi les services associés, le SAV, les conditions de retour. Tout ça, il faut d'abord l'homogénéiser entre les canaux. Ensuite, il y a un enjeu d'homogénéisation, enfin de vision complète de la supply. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué parce que ça commence déjà par une vision unifiée du stock. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'un consommateur, à un instant T, il puisse avoir accès au stock le plus large possible et pour commander ou pour retirer ce qu'il veut à un instant T, c'est plus possible d'aller en magasin et de ne pas avoir la taille, idem sur Internet alors que le produit est dispo ailleurs. Et pour le retailer, il faut être capable d'optimiser toute la chaîne logistique de la livraison au retour. Et donc, la meilleure réponse n'est pas forcément une livraison d'un entrepôt central à un domicile. Ça peut être des rotations de stock entre différents endroits. Et il faut qu'on puisse envoyer le produit de là où il est le plus proche. Très bien. Côté client, vas-y, oui. tu Vas-y. Côté client, le miroir de ça, c'est qu'il faut être capable d'avoir une vision unifiée du client et donc d'être capable de partager toute l'info client sur tous les touch points, savoir ce qu'il a commandé, ce qu'il aime, etc. On a vu d'ailleurs à la NRF quelques solutions intéressantes qui permettaient ça. Je pense à des solutions de clienteling qui étaient adaptées à la gestion de tous les canaux. Voilà. Je pense que c'est les enjeux principaux à mettre en place chez les retailers pour gérer la complémentarité, l'imbrication entre les canaux et aller vers du commerce unifié. Alors du coup, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des problématiques assez différentes entre l'alimentaire et le non-alimentaire. Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue ? Alors oui, c'est assez différent. La première raison, c'est que le produit alimentaire, il nécessite un stockage et un transport prix-température dans la plupart des cas. Alors, si on fait que du sec, c'est moins compliqué. Si on veut faire du frais et du surgelé, évidemment, ça demande une logistique et un stockage particulier. Également, une manipulation particulière parce que c'est des produits fragiles. On pense évidemment aux œufs, aux yaourts. Et c'est des produits périssables. Donc, on ne peut pas les stocker, les déposer n'importe comment. Et ce sont des produits à faible valeur unitaire. Donc, on ne peut pas se permettre d'éclater une commande en plusieurs livraisons. Ça ne fait aucun sens économique. Donc, ça veut dire qu'il y a une logistique de livraison plus complexe. Il n'y a pas de retour produit et il n'y a pas de multi-envoi. Donc, on est un peu plus limité dans ce qu'on peut faire. Du coup, l'enjeu de l'omnicanal en alimentaire, il va être un peu différent. Il va être de rendre possible toute combinaison entre, d'un côté, l'interface de passation de commande, donc typiquement en magasin, en digital, et le mode de délivrance des courses dans le magasin, chez soi, retiré en relais. Et dans le mode et dans la livraison, ça va être aussi de multiplier les modes possibles par un transporteur professionnel, en mode collaboratif, etc. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à proposer toutes ces combinaisons et nous, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Très bien. Alors, du coup, pour produire cette expérience, il faut bien sûr des outils. Donc, on pense au PIM, au DAM. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision côté outils ? Oui. Alors, évidemment, il faut tous ces outils-là. Donc, on ne va pas tous les lister. Non. On a cité 2 qui sont essentiels. Donc, il y a plein d'outils qui existent sur les marchés, proposés par des startups, des grands faiseurs. Bon. Le premier point, c'est tous les outils ne conviennent pas à tout le monde parce que le premier point, c'est de bien définir sa promesse commerciale et ensuite de définir les outils qui conviennent. Je pense par exemple à un outil un peu dont on parle qui est hyper efficace, c'est celui d'Ocado en e-commerce. Oui. Très efficace, très puissant, il fonctionne très bien, mais c'est un outil qui a un coût et donc qui fonctionne pour une offre alimentaire premium et qui ne marche que s'il est tout intégré. Typiquement pour nous, enseigne d'indépendants, ça ne peut pas marcher. Parce que, comme je vous le disais, chaque magasin est indépendant, chaque drive a son offre qui est un peu différente de celle du voisin. Chacun a une animation commerciale locale, bien sûr, qui se superpose à une animation régionale et nationale. Bref, donc nous, on a un outil maison parce qu'on a cette indépendance qui est notre spécificité. Ouais, exactement. Très bien.
Alors, deuxième partie, deuxième grand challenge, voilà, le retail, il change clairement. Et du coup, on voit de plus en plus de retailers qui travaillent sur leur diversification. Alors, vous et plein d'autres. Et du coup, voilà, dans ce contexte, voilà, en quoi le changement de comportement des consommateurs appelle à une nouvelle réponse produit? Alors, encore une fois, le sujet, il est un peu différent dans l'alimentaire et dans le non-alimentaire, avec un point commun qui est le mieux manger, le mieux consommer, alors, qui ont des traductions un peu différentes dans les deux cas. Dans l'alimentaire, évidemment, il y a une forte demande de mieux manger, plus bio, plus local, de circuits courts, de produits moins transformés, etc. Ça se traduit dans les chiffres, pas que chez Leclerc, par une augmentation de la qualité et une réduction de la quantité. Donc, on achète moins de produits à plus forte valeur et on observe aussi une fragmentation des actes d'achat entre plusieurs circuits. En non alimentaire, l'économie circulaire, le mieux consommer, se traduit par beaucoup d'initiatives comme de la location. On va un peu vers une consommation de la possession à l'usage, donc beaucoup d'initiatives de location, de produits d'occasion, de do-it-yourself dans l'alimentaire. Voilà, ça, c'est les grosses tendances qu'on observe. Très bien. Chez nous, c'est ta question? Ouais, oui. Une question sur le slide. Alors, en alimentaire, évidemment, c'est au cœur de notre métier, donc on travaille évidemment sur le bio qui continue de progresser. On a aussi un certain nombre d'engagements, alors notamment pour nos marques distributeurs, nos MDD, dont la principale est Marque Repère. Donc, on a un programme très structuré, mesurable, avec 15 engagements, donc je ne vais pas tous vous les citer, je vais en partager certains. Déjà sur la transparence, l'information, on vient de lancer une campagne autour du savoir d'achat. Donc, c'est un complément au pouvoir d'achat, qui est notre credo historique. Le savoir d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur nos produits marque repère, sur l'emballage, on va rajouter des informations à la fois nutritionnelles et d'origine. Donc, le nutritionnel, ça se traduit par le Nutri-Score. Sur l'origine, ça se traduit par l'origine des principaux composants. On a aussi, par exemple, un plan plastique assez structuré qui consiste à enlever le plastique quand c'est possible. Par exemple, sur les salades à emporter, on a enlevé les couverts en plastique. Quand ce n'est pas possible d'enlever l'emballage, on essaie de le remplacer par autre chose que du plastique. Donc, par exemple, des boîtes de conserve, on va essayer de mettre du carton à la place. Et quand ce n'est pas possible, par exemple, pour des bouteilles de jus de fruits, on va essayer de prendre du plastique moins épais ou qui va se recycler dans la mesure du possible. Sur le non-alimentaire, on a lancé un concept occasion. Donc, concrètement, les clients peuvent venir revendre leurs objets, leurs produits, et on les rémunère en bons d'achat Leclerc, et ces produits sont revendus chez nous dans un espace dédié. Très bien. Donc ça, c'était vraiment les projets emblématiques pour la diversification. Alors, ce qui se passe, et c'est pas évident, vous êtes une structure décentralisée. Comment faire avancer l'innovation dans un groupe décentralisé comme le vôtre? Alors, c'est à la fois pas évident et assez excitant. On est en fait un groupe de 600 entrepreneurs, donc ils innovent tout le temps, ils font plein de trucs. Et c'est très bien. Donc, le premier point, c'est qu'il ne faut surtout pas censurer. Donc, il faut pas se poser en filtre ou en centralisateur. Ça n'a aucun sens. Il faut évidemment laisser tout ça prospérer. En revanche, l'idée, c'est d'être plutôt un facilitateur, un chef d'orchestre, une ressource. Ça implique plusieurs choses. Le premier, c'est de construire une communauté qui irrigue tout le mouvement, qui est structuré, qui permet d'animer, de remonter, de partager ce qui se fait bien, qui permet d'accélérer, d'aider quelque chose qui se fait bien, mais qui, à une échelle individuelle, n'a pas forcément tous les moyens pour se déployer. Ça implique aussi d'être force de proposition, donc d'être très actif, expert, très présent dans l'écosystème externe pour apporter cette expertise, et enfin d'être très opérationnel parce que quand on est indépendant, c'est bien, on fait plein de choses à une échelle locale, mais on peut avoir plus de mal à
à mener des projets transverses qui nécessitent d'aller un peu au-delà de la taille d'un magasin, d'une centrale. Et donc, c'est aussi le rôle qu'on peut jouer, de piloter, d'initier des projets un peu plus complexes. Et dans ces projets-là, il faut qu'on soit opérationnel dans les détails et qu'on soit capable de mettre les mains dans le cambouis pour coordonner des personnes qui, du coup, travailleraient pas forcément ensemble parce qu'elles sont indépendantes. Parfait. Du coup, on va passer, si tu le veux bien, au troisième challenge. Donc voilà, quelle clé de succès pour rester au plus près des attentes des clientes? Évidemment, on connaît le contexte actuel. Et donc derrière l'idée de comment construire la connaissance client, évidemment, vous l'avez déjà démarré à la construction, mais comment l'investir, la développer, l'enrichir? Voilà, c'est un long travail. Et quelles sont tes recommandations sur ce point, Maud? Alors, le premier point, tu parles des attentes des clients. C'est hyper important parce que quand on parle de satisfaction client, d'attente client, c'est une attente par rapport à une proposition. Donc, le premier point essentiel, et on a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui, où on se concentre surtout sur la data, les algorithmes, la personnalisation. OK, on va en parler, mais le premier point, c'est de bien définir sa promesse. J'y reviens encore. Et donc, les attentes des clients, elles vont se mesurer par rapport à ça. Qui on est, ce qu'on promet, le faire savoir pour bien gérer les attentes. Ensuite, connaître ses clients, c'est pas juste savoir ce qu'ils achètent, à quel moment, ce qu'ils font, c'est aussi les entendre. Donc, il faut construire un dispositif d'écoute pluridimensionnel, à chaud, à froid, online, offline, pour comprendre ce qu'on fait bien, ce qu'on ne sait pas bien, ce qu'ils attendent. Souvent, on a tous tendance à avoir un biais, à penser qu'il y a un client, qu'on est le client. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, nous, on a tout un tas de solutions qui nous permettent de les écouter, de discuter en local. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour connaître ses clients, oui. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, évidemment, il faut pouvoir analyser leur comportement, apprendre et les suivre, utiliser cette data. Donc, pour ça, on a un truc qui s'appelle la RGPD, qui nous met quelques contraintes, mais qui est aussi une opportunité. Pour être en mesure de les cibler, il faut qu'on recueille un consentement et ça s'appelle un opt-in profilage. Il y a deux types d'opt-in. Il y a un opt-in juste marketing, donc ça veut dire qu'on peut écrire à nos clients. Et l'opt-in profilage, ça veut dire qu'on peut utiliser leur historique et leur proposer des choses personnalisées. Pour faire ça et recueillir leur consentement, il faut qu'ils aient intérêt à le faire. Et pour qu'ils aient intérêt à le faire, il faut qu'ils aient confiance et il faut qu'on leur propose des choses intéressantes pour eux. Et donc là arrive le sujet de l'expertise data, de la collecte et du traitement. Très bien. Du coup, on l'évoquait, les enjeux de connaissance client pour répondre à leurs attentes. La data, évidemment, elle est au cœur de ces sujets. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose autour de ce point en matière de data et de gestion client? Alors, le sujet est tellement vaste qu'on pourrait faire un webinaire dédié à ça, clairement. C'est clair. Clairement, la tâche, elle est ardue parce que il y a ces opt-in profilage à collecter. Donc, du point de vue de la collecte, on est tous lancés dans cette course. Et donc, pour le faire, il y a il y a de la gamification, on lance tout un tas d'initiatives pour collecter en local, consolider. Derrière, il faut évidemment des bases de données solides. Sur les propositions sur l'utilisation de cette data, les cas d'usage, ils sont infinis. Les plus évidents, les immédiats, c'est évidemment dans la personnalisation de l'offre, des promotions et de la communication. Très bien. Et du coup, la dernière question, c'était effectivement quel partage de tâches entre ce que vous faites en centrale et les magasins. Vous êtes un groupement, c'est assez particulier. Du coup, ça me permet d'intégrer. On a reçu beaucoup de questions. N'hésitez pas, on va prendre les questions dans quelques minutes. Là, on avait une question justement sur. Donc là, c'est en partenariat avec notre MBA, DMB, avec des partenaires. On avait une question sur
comme vous êtes un groupe un peu atypique, comment vous arrivez à intégrer le déploiement de cette stratégie à tous les échelons du groupement, sachant que vous êtes moins centralisé que des groupes comme Leroy Merlin ou Carrefour, par exemple. Ouais, clairement. Donc, on a évidemment une infrastructure IT centralisée avec une base de données comportementales centralisée au niveau du groupement. Sinon, ce serait compliqué puisque les clients, on a parlé d'omnicanalité, ils ne vont pas juste dans un magasin physique, ils consomment aussi en ligne. Et donc, il faut qu'on puisse suivre tout ça. Donc, on a évidemment une centralisation. Ensuite, au niveau de l'activation, là, c'est démoyennisé. Il y a des activations locales qui se font en magasin, en région, et c'est indispensable parce que au quotidien, une grande partie de l'animation, elle se fait comme ça. Enfin, pour nous, les foires au vin, les OP beauté, les soirées où on va inviter nos clients consommateurs de tel ou tel produit, elles sont hyper importantes. Et là, il n'y a que le magasin qui sait quel client inviter, comment. Voilà. Et chacun a une proposition un peu différente là-dessus. Donc, c'est un peu un mélange des deux, une infrastructure centralisée et des activations locales. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Ça a permis vraiment de voir par rapport à ces trois gros enjeux comment un groupement comme le vôtre s'organiser. C'est évidemment un sujet très vaste dans le contexte, en plus de celui qu'on connaît. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer avec nous à la session Q&A. Et donc, je vais te proposer, si tu le veux bien, quelques questions qui ont été posées. Alors, la première question, elle porte sur, en gros, par rapport aux initiatives que vous prenez actuellement dans le cadre du Covid, est-ce qu'il y en a qui vont subsister ou est-ce que du coup, c'est des nouveaux process qui vont peut-être durer au-delà de ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous avez déjà des pistes ou des signaux faibles qui vous disent, bah ça, en fait, on l'a fait dans l'urgence, mais en fait, c'est quand même bien pour nos clients et peut-être qu'on va le continuer au-delà de la crise qu'on vit? Alors, je pense que c'est encore un peu tôt pour faire une réponse exhaustive parce que, comme on le disait en intro, il y a des nouvelles initiatives tous les jours. Ce qui bouleverse le plus, ce sont quand même les achats en ligne qui explosent. Je parle évidemment d'alimentaire. Alors, le drive, c'était déjà hyper important, mais là, les gens commencent à commander différemment. Donc, nous, là, le sujet, il n'est pas tellement… on essaie de réguler les commandes. La limitation, elle n'est pas tellement technologique, elle est plus sur la supply. Donc, on commence à avoir du coup des charges qui dépassent les pics auxquels nous sommes habitués. Donc, là, on est en train de tester des nouveaux modes organisationnels qui probablement vont perdurer. Là, il y a des choses intéressantes. En termes de gestion de crise, alors, nous, on est assez bien quand même outillés. On a des process mis en place. On utilise, il y a des canaux de communication intéressants qui pourront aussi probablement perdurer après. Pour les personnes âgées, la mise en place de… Alors, c'est des réflexions assez… il y a déjà quelques magasins qui le font, d'avoir des horaires sans musique. Bien sûr, aménagés et tout, quoi. Mais c'est quelque chose qui était assez encore marginal. Je ne sais pas, mais j'espère qu'après la crise, on continuera peut-être d'avoir des créneaux dédiés calmes aux personnes qui souhaitent prendre leur temps. C'est des demandes qu'on a souvent. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, voilà, c'est des exemples qui… D'accord. Très bien. Alors, on a une autre proposition. Alors, on ne peut pas tout partager, malheureusement, bien sûr. En fait, comme tu le sais, il y a beaucoup d'acteurs du fashion qui sont impactés du sport par ce qui se passe. Donc, la question d'Eric, c'était de savoir si, par exemple, certains Leclerc pouvaient servir justement de centre de réception de commandes pour que quand ils viennent chez Leclerc, ils puissent aussi retirer des colis e-commerce qui ont été commandés à des commerçants qui étaient à proximité du Leclerc, par exemple. Alors, c'est une très bonne question. Alors, ce n'est pas encore en place. Ça fait partie des sujets à discuter. Aujourd'hui, alors nous, on a eu une première phase de gestion des pics et d'urgence complète. On se concentre aussi beaucoup sur la
la pérennisation de la chaîne logistique. Donc, on a beaucoup de sujets là-dessus. La question, est-ce qu'on peut encore servir de point de retrait des colis, elle va être traitée dans les jours à venir. C'est pas encore en place. Mais voilà. Sachant que nous, aujourd'hui, on a aussi été obligé de limiter l'hyper à l'essentiel. Donc, on a alors évidemment le non alimentaire, hein, ça c'est. Mais on est aussi dans ces réflexions-là. Alors, je prendrai 2 questions rapidement et puis après, on passera à la 3e partie de notre webinaire. Donc, une première question concernant toute la partie promotion. Est-ce que du coup, un peu comme je l'évoquais dans la première partie de mon intervention, vous avez du coup un peu arrêté le système des promotions un peu récurrentes, les saisons, voilà, pour vous adapter un peu au contexte? Ouais, alors déjà, le premier point, il y a eu un relevé Nielsen qui a été fait sur les premiers jours de mars. Les prix sont stables en GSA. Ah, ok, ça c'est important parce que c'est fait partie des sujets sur Internet, ouais. Ouais, alors il y a eu, Michel-Édouard a relayé sur LinkedIn hier ou avant-hier ce point-là. Donc c'est le premier relevé qu'on a. Alors évidemment, ça bouleverse les promotions parce que déjà il y a plus les distributions de prospectus se sont arrêtées. Donc mécaniquement, ça bouleverse et oui, ça bouleverse les OP, c'est sûr. Après, je ne peux pas vous faire de réponse globale sur tout. J'ai pas 100% des infos à date. Mais oui, ça remet en cause beaucoup d'OP, clairement. Bien sûr. Dernier point, c'était plus sur la question justement un peu supply et autres. En fait, comme il y a beaucoup de Parisiens ou de gens des grandes villes qui sont allés en région, est-ce que du coup, vous avez réussi à vous adapter en termes justement de livraison et de supply chain? Parce que du coup, peut-être que, enfin, c'est une question que je te pose et qui a été aussi posée, on retrouve un peu le flux dans les magasins de région qu'on a pendant, par exemple, l'été, et ainsi de suite. Clairement. Alors, en fait, on observe depuis le confinement, il y a beaucoup, beaucoup moins de gens en magasin. En revanche, le drive est ultra sollicité, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc oui, il est très possible, voire quasi certain, qu'une partie de la suractivité soit due à cet exode urbain. Très bien. Voilà. Parfait. Donc, ce que je te propose, Maud, c'est de rester avec nous pour la 3e partie de ce webinaire. Voilà. Donc, la 3e partie, c'est effectivement quelles sont les startups retail utiles pendant le Covid-19. Donc là, je vous invite à parcourir notre Hub Report Retail 2020 qu'on a sorti donc en février au retour de New York de la NRF et du CES. Il y a un lien qui va vous être poussé dans quelques secondes. Du coup, Maud, tu le disais en introduction tout à l'heure, puisqu'on t'avait posé la question de 3 startups que tu suis de près. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement? Ouais. Alors, la première, Soyuz, c'est une startup qui fait de la recommandation produit lorsque le choix est un peu compliqué, donc typiquement sur le vin. Donc, c'est sous forme de petit avatar chatbot qui va vous aider à choisir un produit, mais au lieu d'appliquer un filtre sur des caractéristiques techniques, comme on en a l'habitude, ça va partir de clés d'entrée client, de cas d'usage client qui ont été étudiés auparavant, et ça va qualifier les produits à partir de ces cas d'usage, non pas en les filtrant, mais du coup, ça va calculer un pourcentage par rapport à vos besoins, en expliquant pourquoi celui-là vous correspond plus ou moins. Et ça permet aussi d'aller chercher des infos en plus de celles qu'il y a dans les fiches produits, en allant chercher sur le net pour enrichir la qualification produit. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Et voilà, on travaille avec eux sur un POC, sur un nouveau cas d'usage sur le voyage. Caros, c'est une start-up qui fait du covoiturage domicile-travail. Donc, c'est une sorte de Blablacar des trajets domicile-travail qui nous a sauvé la vie, nous, pendant les grèves. Donc, on a 2 cas d'usage avec eux. Le premier, c'est à notre siège. Donc, en fait, c'est ça met en relation des gens, enfin, c'est une communauté. Ce que ça a de plus par rapport à des gens qui postent des annonces, j'ai besoin de tel trajet, ok, je vais te le faire, c'est que ça va. Les gens qui souhaitent participer à ça vont du coup, leurs trajets vont être suivis et la plateforme va proposer automatiquement des matchs. Donc, ça marche hyper bien.
Donc, ça nous a permis aux personnes du siège qui n'avaient pas de voiture de venir pendant les grèves. Et le deuxième cas d'usage, c'est un partenariat national qu'on a avec Caros sur les certificats d'économie d'énergie. En fait, toute personne qui covoiture quelqu'un, donc qui propose ses services pour la première fois en primo-utilisation, reçoit un bon d'achat Leclerc de 20 euros parce que c'est autant de CO2 non dépensé autrement. Voilà. Donc, ça, c'est au titre des certificats d'économie d'énergie. Et Youpick, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une solution en fait qui permet alors, ça marche à l'origine, c'est plutôt pour des réseaux de commerce intégrés. Ça permet en fait d'avoir un suivi de la mise en place terrain de directives du siège, mais ça va dans les deux sens. Ça permet aussi de remonter des choses. Et là, dans le cadre de la crise actuelle, ils ont proposé des nouveaux cas d'usage hyper intéressants pour une mise en œuvre terrain rapide. Et voilà, ça permet aussi aux équipes terrain de poser toutes leurs questions et d'avoir la directive avec un plugin hyper rapide. Très bien, je te remercie beaucoup. Du coup, de notre côté, on a retenu trois types de startups. Donc, des startups qui sont liées à l'inventaire, à la gestion des stocks, à la préparation des commandes. Deuxièmement, on a retenu des startups qui sont liées à la livraison du dernier kilomètre. Et troisièmement, des startups qui sont liées à ce qu'on appelle au made here pour essayer de limiter justement toute la partie supply chain et distribution. Alors, premier sujet, tout ce qui est lié aux inventaires. Du coup, on en avait présenté certains acteurs à la fois en janvier et aussi l'année précédente. Donc, que ce soit Badger, Gather ou Track, dans un contexte où on a moins en moins de collaborateurs et on veut de moins en moins les exposer, ces robots proposent de faire l'inventaire des points de vente pendant la nuit et du coup font des recommandations pour le directeur de magasin et le chef de rayon le matin quand elle arrive sur le point de vente. Donc là, on le voit. Là, on se disait, c'est peut-être un peu gadget et ainsi de suite. Dans le contexte actuel, si on peut préserver des vies, on peut préserver la sécurité des gens et surtout le propos de se reposer, on pense que c'est le bon moment pour tester ce type de dispositif. Autre cas, alors ça, c'est Fabric. C'est une boîte qui est moitié américaine, moitié israélienne, qui propose du coup des stocks complètement automatisés qu'ils opèrent dans des centres-villes, dans des sous-sols et qui permet du coup de concevoir des commandes de manière complètement automatisée. Je crois qu'on a une vidéo. OK. Bon, on la mettra après. Voilà. Et puis l'autre, alors là, c'était plus, c'est un peu du second degré. Et en même temps, par les temps qui courent et pour les amateurs de pizza, c'est voilà. Donc ça, c'est vraiment Picnic, qui est un robot qui propose de faire des pizzas et ils en font à peu près 180 à l'heure. Et donc c'est aussi le moyen pour limiter du coup l'utilisation de trop de personnel et le mettre en risque, de proposer ce type de robot automatisé type Picnic. Voilà, je propose de découvrir la vidéo de Fabric. This is the first Common Sense Robotics micro-fulfillment center. It is operated by hundreds of robots, fulfills thousands of orders every single day, and delivers over 10,000 different types of products to online customers around it. Up until today, robotic fulfillment centers take up anywhere between a size of 4 football fields to about 20 football fields. And you just can't fit that into a city. Our first site, the site that we are in, is actually 1/10 of a football field in size. In order to fit our site into small, tight urban spaces, we've designed every single element of it to optimize for space efficiency. We have hundreds of robots of different types traveling in all directions, whether it is on the ground or on the shelving units. And they can meet each other anywhere on the map. And that really enables us to fulfill the full set of what's needed for a grocery basket out of this site. A typical order would take less than 5 minutes to fulfill end-to-end. So 5 minutes from the moment the consumer places that order online to the moment that order is ready for dispatch and goes to delivery. So our vision for the future is actually a network of micro-fulfillment centers in the centers of cities that support each other and enable us to move things faster, more accurately.
Voilà, et du coup, je propose de découvrir une deuxième vidéo, la vidéo de Picnic, le pizza robot. Voilà, bon, c'était juste pour donner quelques cas. Voilà, deuxième startup, c'est donc tout ce qui est lié au dernier kilomètre. Et donc là, on l'a vu, c'est surtout en Chine et aux États-Unis pour l'instant pour des questions de réglementation de circulation. Donc la multiplication de l'utilisation de pods autonomes pour livrer les courses directement à domicile. Donc on le voit comme par exemple Nuro aux États-Unis, qui a eu des autorisations dans un certain nombre de villes américaines pour pouvoir le mettre en place et le déployer. Donc, on va voir, et nous, on va suivre ça de près dans les prochaines semaines, voir justement par rapport à ce qui se passe aux US actuellement, si Nuro va être généralisé ou pas dans certaines villes. Et puis, ça, c'est en Chine. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est Valeo qui s'est allié avec Mutian, qui est un des plus gros opérateurs de livraison à domicile, de livraison de food à domicile. Et du coup, vous avez un pod complètement autonome qui, via l'AI, va aller chercher le repas que vous avez commandé dans un restaurant. Il va se présenter devant le restaurant. La box va s'ouvrir. Elle peut gérer jusqu'à 17 repas. Le restaurateur va mettre le produit et les produits à l'intérieur. Et après, via l'AI, ça va reconditionner, ça va recalculer en direct tout l'itinéraire de livraison pour permettre une livraison justement à la personne le plus rapidement possible, quoi. Voilà. Et enfin, la dernière tendance, c'était le Made Here. Donc, le Made Here, l'idée, c'est de raccourcir les distances entre le lieu de production et le lieu, du coup, de distribution. On a le cas avec Gotham Green, qui, aux États-Unis, avec Whole Foods, à Brooklyn, a sur le toit du supermarché construit une vraie ferme pour produire énormément du coup de vegetables et permettre ainsi la distribution au rez-de-chaussée de ces produits. Donc, en problème sanitaire, de maintenance, de logistique, l'idée, c'est vraiment d'optimiser ça. Donc, ça permettrait d'avoir, et c'est ce qui se passe à Brooklyn, à Whole Foods, au rez-de-chaussée, vous avez des parkings qui ont des panneaux solaires, donc une énergie qui récupère directement du coup au niveau local. Vous avez à l'étage Gotham Green, qui sont des serres avec toute la partie vegetable. Et sur le toit, vous avez des panneaux solaires encore avec SolarCity pour alimenter le point de vente. Donc, on est vraiment dans une logique voilà, d'essayer d'utiliser le plus possible de ressources au niveau local. Autre cas qu'on avait retenu et qu'on avait vu au CES, qu'on voulait vous partager, c'est Zero Mass Water. On sait qu'actuellement, on consomme beaucoup d'eau et que ça a beaucoup d'impact logistique. Et là, pour 2 500 €, entre 2 500 et 5 000 €, vous pouvez disposer de panneaux qui, sur le toit de votre résidence ou de votre hôtel ou restaurant, permet, juste par la condensation, de produire justement des litres d'eau que vous pourrez consommer directement sans acheter des bouteilles en plastique. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qu'on a retenu. Alors, nos prochains rendez-vous, je vous les ai partagés au début, mais ils sont là. Voilà, les prochains rendez-vous, c'est à partir du 1er avril. Et vous avez les différents sujets qui vous sont proposés. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Le prochain, voilà, ça sera autour effectivement de la personnalisation du marketing pour booster vos ventes et pour vous rallier un peu à toutes les démarches que l'ensemble des collaborateurs sur lesquelles l'ensemble des collaborateurs travaillent. Il y a une adresse, voilà, c'est hubspot.com/business recovery challenge où vous pourrez suivre au quotidien tout le contenu qu'on produit, nos webinars, nos recherches, les podcasts aussi qu'on a diffusés les derniers mois. L'idée, c'est véritablement de vous accompagner le plus possible dans la business recovery. Voilà, les midi pile, on a tenu 1 heure. Maud, je voulais te remercier si tu as un dernier mot. Ouais, merci à toi pour l'invitation. Super intéressant format. Merci.
Et bon courage à toi parce que les prochaines semaines vont continuer à être compliquées. Bon courage à toi. Merci à tous. Merci à Et on tous. se retrouve le 1er avril. Merci Maud encore. Rendez-vous le 1er avril à 11h. À bientôt. À bientôt.